Nous sommes le 5 février 2005. Il n'est même pas 4 heures du matin à Lomé. C'est ça. Dans la pénombre, sur le tarmac, il y a un avion qui sort du lot. C'est un Boeing 707 présidentiel, le Togo 01. Mhm. Et là, un convoi arrive, très discrètement. À l'intérieur, il y a un homme qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Gnassingbé Eyadema. Le vieux, comme on le surnommait. Exactement. Il est déjà entre la vie et la mort. On le hisse sur une civière à bord de l'appareil. Ce vol, c'est sa dernière chance. Et, on le sait aujourd'hui, ce sera son dernier voyage. Aujourd'hui, on va se plonger dans une journée absolument folle, vraiment. Quelques heures qui ont non seulement scellé le destin d'un président, mais qui ont surtout redéfini tout l'avenir politique d'une nation. Et pour ça, on s'appuie sur quoi ? Sur un récit journalistique très détaillé. Et on va décortiquer comment une urgence médicale en plein ciel s'est transformée en une course contre la montre pour le pouvoir. Une course qui a abouti à une succession orchestrée dans le plus grand des secrets. Notre mission, c'est donc de reconstituer le fil de cette journée cruciale. Oui. On va passer de la cabine pressurisée de l'avion au couloir feutré du pouvoir à Lomé pour comprendre comment, en moins de 24 heures, une nouvelle ère politique a commencé pour le Togo. Et d'une manière que personne, mais vraiment personne, n'aurait pu prévoir. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, commençons par le début. Ce départ de Lomé, l'ambiance devait être Incroyable. incroyablement tendue, oui. Le président est dans un état critique, on l'installe à bord. Et qui est avec lui dans l'avion à ce moment-là ? C'est le cercle très très restreint. Sa famille proche, bien sûr, son épouse et 2 de ses fils, Faure et Kopacha. Il y a aussi une équipe médicale qui, tente de le maintenir en vie. D'accord. Et la destination ? Elle est précise. Tel Aviv, en Israël, c'est là qu'il a ses habitudes médicales, c'est son lieu de confiance, si on veut. Et pour l'équipage ? Pour le pilote ? Pour l'équipage, et notamment le commandant de bord français Michel Restout, c'est une évacuation sanitaire, une évasant, comme on dit. Certes, c'est le président, c'est une urgence absolue, mais ça reste une mission. À ce moment-là, il ne se doute absolument pas qu'il est aux commandes d'un corbillard volant. Vol minute après, l'avion décolle. Le plan de vol est tracé, Niger, Algérie, Libye, puis la Méditerranée. Tout semble normal. Au début, oui, les premières heures se passent sans encombre. Et puis, vers 8 heures du matin, alors que tout semble rouler, un grain de sable vient tout enrayer. Et pas n'importe quel grain de sable. C'est un véritable mur. Le contrôle aérien algérien contacte le pilote. Et le message est totalement inattendu. Qu'est-ce qu'ils disent ? La Libye refuse le survol de son territoire. Pardon ? C'est un coup de théâtre, ça ! C'est un énorme coup de théâtre. Il faut savoir que les relations entre Yadema et le colonel Kadhafi, le dirigeant libyen de l'époque, étaient excellentes. Le passage aurait dû être une simple formalité. Attendez une minute. Les deux sont alliés, mais la Libye bloque le passage de l'avion présidentiel en détresse. Ça n'a aucun sens. Ça semble complètement contradictoire, on est d'accord. Aucune explication officielle ne sera jamais donnée. Jamais. Mais la source avance une hypothèse ? Oui, l'hypothèse la plus plausible, c'est un excès de zèle de la part de fonctionnaires libyens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en voyant le plan de vol, ils ont vu la destination finale, Tel Aviv. Ah oui, Israël. Voilà. Et par réflexe anti-israélien, une posture très très forte en Libye à l'époque, ils auraient pris sur eux de refuser le passage. C'est fou quand on y pense. Une décision administrative prise par quelques fonctionnaires change radicalement le destin d'un chef d'État et de tout son pays. C'est exactement ça. C'est fascinant de voir comment un détail de politique régionale devient un obstacle majeur qui fait tout dérailler. Ce refus, il n'entraîne pas seulement un détour. Non, il rajoute un stress énorme. Il injecte une dose massive de stress et de tension à bord. Le pilote doit improviser, il contacte la Tunisie en urgence, qui heureusement donne son accord. Mais du temps précieux, un temps vital a été perdu. Et c'est là, pendant ce détour forcé, que le pire arrive. On est vers 9 heures du matin, l'avion est à 10 000 mètres d'altitude, au sud de Tunis. Et c'est là que le cœur du vieux lâche. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Ils se tournent vers la famille et ils annoncent la nouvelle. Le président Gnassingbé Eyadema, 69 ans, vient de mourir d'une crise cardiaque. 38 ans de pouvoir absolu viennent de s'achever, au-dessus du désert. Il faut qu'on s'arrête un instant sur cette scène. On est dans cette cabine coupée du monde. L'homme qui incarnait l'État, le pouvoir, n'est plus. J'imagine le choc, le silence. Absolument. Mais ce qui est vertigineux, et c'est ce que la source met vraiment en lumière, c'est la vitesse à laquelle le deuil cède la place au calcul.
au calcul politique. Au calcul politique le plus froid. En quelques minutes à peine, une décision est prise par l'entourage, et elle va conditionner toute la suite. Quelle décision? Personne ne doit savoir que le président est mort. Le décès ne sera pas déclaré. Ma première réaction serait de me dire qu'il faut atterrir au plus vite, à Tunis. Mais ils font l'exact opposé. Pourquoi? Pour une raison purement stratégique. Les règles de l'aviation civile internationale, celles de l'OACI, sont très claires. En cas de décès en vol, l'équipage a l'obligation de le signaler. Et de débarquer le corps. Et de débarquer le corps à la première escale possible. Dans ce cas, c'était Tunis. Or, débarquer le corps d'Eyadema à Tunis, ça veut dire quoi? Que la nouvelle devient publique, immédiatement. Et ça, c'est le scénario catastrophe pour ses fils. Parce que ça déclencherait la mécanique constitutionnelle à Lomé sans qu'il soit là pour contrôler quoi que ce soit. D'accord, je vois. À cet instant précis, il ne s'agit plus de sauver un homme, mais de sauver un régime. C'est un exemple de manuel, vraiment. La première règle, ce n'est pas de contrôler le territoire, c'est de contrôler le récit. Celui qui annonce la mort du roi choisit le nouveau roi. C'est un peu ça, oui. Ils doivent ramener le corps en secret pour maîtriser le calendrier. Et la première épreuve de cette stratégie, c'est l'escale à Tunis. L'avion doit se poser pour faire le plein de carburant. Comment ils font? Avec un aplomb incroyable. Et ce que la source appelle un pieux mensonge. Racontez. Les autorités tunisiennes ont été prévenues, elles s'attendent à une urgence médicale, il y a un hôpital en alerte, une ambulance au pied de l'avion. Le grand jeu? Oui, mais l'équipe togolaise leur explique très calmement que non. Le président se repose, il ne souhaite pas être dérangé. La personne qui se sent un peu mal, en fait, c'est la première dame. C'est une scène surréaliste. Complètement. Les Tunisiens sont venus pour un chef d'État, ils repartent avec l'idée d'un simple malaise de son épouse. Ils sont dupés. Et au lieu d'une évacuation? Au lieu d'une évacuation, la rencontre se termine par la remise d'un simple bouquet de fleurs. Pendant ce temps, les techniciens font le plein de kérosène et l'avion redécolle au plus vite. Le secret est sauf. L'avion met donc le cap sur le Togo. Et là encore, j'imagine, une décision stratégique pour l'atterrissage. Pas question de se poser à Lomé dans la capitale. Non, ce serait beaucoup trop visible. Atterrir à l'aéroport international de Lomé, c'est s'exposer au regard. Des diplomates, des journalistes. C'est risquer que la rumeur devienne une information incontrôlable. Donc, ils choisissent quoi? Ils choisissent d'atterrir vers 16h30, à Niamtougou, près de Kara. C'est la région natale d'Eyadema, loin de l'agitation de la capitale. C'est un retour aux sources, au fief, pour gérer la suite en toute discrétion? C'est ça. Le corps du président est discrètement débarqué, transporté vers son village de Pia, et c'est seulement après que l'avion redécolle pour un dernier vol très court vers Lomé, avec à son bord les fils, Faure et Koupacha. Ils ont réussi? Ils ont réussi leur pari. Ramener le corps au pays sans que personne ne soit officiellement au courant. Ils ont gagné des heures précieuses, mais maintenant, il faut jouer le deuxième acte, à Lomé. Et à Lomé, j'imagine que pendant ce temps, la machine à rumeurs s'est emballée. Ah oui, bien sûr. La ville bruise de chuchotements. L'absence du président, cet avion médicalisé, tout le monde sent que quelque chose de grave se trame. Le clan Eyadema sait qu'il doit reprendre la main. Il est temps de passer de la dissimulation à l'annonce. Exactement. Et cette annonce, elle a lieu à 19h précises. Le Premier ministre, Kofi Sama, apparaît à la télévision nationale. Le visage fermé, le ton solennel. Et il annonce une catastrophe nationale. Catastrophe nationale. Le président Gnassingbé Eyadema est décédé. L'annonce plonge le pays dans un état de choc. La télé est interrompue, on voit une croix chrétienne, des chants religieux. C'est l'ambiance classique? Oui. Mais juste après, le Premier ministre fait une deuxième annonce. Et celle-là, elle peut paraître technique, mais elle est en réalité le cœur de toute la manœuvre. Ah. Il ordonne la fermeture immédiate de toutes les frontières du pays, terrestres et aériennes. Alors là, on peut se dire que c'est une mesure de sécurité logique, non? Après la mort d'un dirigeant qui est resté au pouvoir 38 ans pour éviter des troubles. En apparence, oui. C'est tout à fait justifiable. Mais si on regarde le contexte et surtout le timing, cette décision est un coup de génie politique. C'est l'arme qui va permettre d'assurer la succession. Pourquoi? Elle n'est pas destinée à empêcher des gens de sortir, mais à empêcher une personne bien précise d'entrer. Et cette personne, c'est? Le successeur désigné par la Constitution. Exactement. La Constitution togolaise de l'époque est formelle. En cas de décès du président, l'intérim du pouvoir revient au président de l'Assemblée nationale. Cet homme s'appelle Fambaré Natchaba. D'accord. Et le hasard, si c'en est un, fait qu'il est en voyage officiel en Europe. Et son vol retour, un avion d'Air France, doit atterrir à Lomé, ce soir-là, quelques instants après l'annonce à la télé. Non mais attends. Mais avec la fermeture de l'espace aérien? Son avion ne peut pas se poser. Impossible. Il est dérouté? L'avion est dérouté sur Cotonou, au Bénin voisin. En un instant, le successeur constitutionnel, l'homme qui devrait légalement prendre les rênes, se retrouve bloqué, isolé,
littéralement mis hors jeu. C'est hallucinant. On peut difficilement croire à une coïncidence là. L'enchaînement est trop parfait. C'est un coup d'État constitutionnel déguisé en mesures logistiques, à la fois brillant et absolument impitoyable. Et pendant que Natchaba est impuissant à Cotonou, À Lomé, les choses s'accélèrent de manière fulgurante. Il n'y a aucun temps mort. L'armée, qui était le pilier du régime, entre en scène. à quelle vitesse? À une vitesse sidérante. Il est 20h30. Ça fait à peine 90 minutes que le décès a été annoncé. Les chefs d'état-major de l'armée font une déclaration publique. Et ils disent quoi? Ils ne consultent personne. Ils imposent un fait accompli. La déclaration est courte, directe, sans aucune ambiguïté. Ils annoncent Ils annoncent confier le pouvoir à Fornia Singbe à partir de ce jour. Fornia Singbe, le fils, celui qui était dans l'avion. Et pour être bien clair, ils ajoutent qu'ils lui jurent loyauté et fidélité. c'est un adoubement en direct. Par l'armée, oui. La succession dynastique est en marche. Le processus constitutionnel est complètement court-circuité. Ce n'est plus une question de droit, c'est une question de force. Et il ne reste plus qu'à habiller ça légalement. C'est ça. Le lendemain, les députés sont convoqués en urgence. Ils votent une modification express de la Constitution pour permettre à Ford de terminer le mandat de son père. Et voilà, le tour est joué. Alors, si on résume cette journée de folie, en moins de 24 heures, on passe d'une évacuation sanitaire à un décès en vol, un refus de survol, une dissimulation d'État, pour finir par un coup de force militaire parfaitement synchronisé. C'est ça, un règne de 38 ans qui s'achève à 10 000 mètres d'altitude et qui déclenche une prise de pouvoir d'une rapidité et d'une efficacité clinique. Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Si on prend un peu de recul, cette journée, c'est une démonstration quasi parfaite de la manière dont on exploite un vide du pouvoir. 3 éléments ont été décisifs, la maîtrise de l'info, la vitesse et l'appui de l'armée. Ils n'ont pas joué selon les règles. Non, ils ont créé leurs propres règles en imposant un fait accompli, ne laissant à personne le temps de réagir. La source décrit tout ça avec une précision fascinante, mais elle laisse une dernière question en suspens, une sorte de « what if ». Oui. Cet avion Air France, celui de Fambaré Natchaba, le successeur constitutionnel. Que se serait-il passé si cet avion avait pu atterrir 1 heure plus tôt, avant la fermeture des frontières? On se demande si toute l'histoire récente du Togo n'aurait pas pu prendre un tournant complètement différent.